Je suis à Saint-Benoît de l'île de la Réunion. Saint-Benoît, un lieu où j'ai quitté Bordeaux pour venir ici. Et à l'heure où j'étais ici, il y a presque 10 ans maintenant, j'ignorais que cette ville allait faire de moi un époux, un papa. Et c'est une ville où l'église et la mosquée entourent la mairie. La mairie est entre l'église et la mosquée. J'aime beaucoup cette ville. Nirvan, dont je suis fier d'être le père, est né ici. J'ai failli ne pas créer à l'époque où je vivais là, parce que ça m'était sorti de la mémoire. Il me semblait que je n'avais pas de créativité. La vie m'a montré que tout est créatif, tout se crée. Tout est source de création. Et je découvrais petit à petit que ce que je pensais étaient des légères petites erreurs de perception. Prenant les goûts du monde pour mes propres goûts. Donc là j'étais à la boulangerie qui est juste en face de la mairie et j'ai acheté un cornet et j'hésitais sur le dessert. Le cornet c'est ça comme dessert. Et j'hésitais entre une génoise et un cornet. Alors j'ai demandé à tous les clients qui passaient là, qu'est-ce que vous préférez? Une génoise ou un cornet? Alors certains me disaient le cornet, d'autres la génoise. Et une dame m'a dit moi je préfère la génoise parce qu'elle est moins sucrée que le cornet. Parce que la crème qu'il y a dans le cornet est plus sucrée. Donc j'ai questionné, est-ce que la crème de la génoise est-elle la même que celle qu'il y a dans le cornet? Je vous jure, j'ai embêté tout le monde avec ça, mais on a bien rigolé, je vous assure. Et j'ai découvert que ma perception était une partie de la réalité. La perception de chaque personne était une partie de la réalité. La génoise n'était pas forcément plus sucrée dans... Enfin, la crème n'était pas forcément plus sucrée dans la génoise que dans le cornet. C'était la perception de la dame. Et chacun avait sa perception. Bien sûr, le boutiquier avait la sienne, me disant « achète les deux ». Mais là aussi, ça reste une perception limitée. Quand j'étais enfant, ma perception, elle était limitée à un arbre, comme celui-là, qui y avait pas loin de la ruelle Kouché Narori, en Iran, à Téhéran, pas loin de l'entreprise de mon père, à Serot Oloroni. C'était pas un carrefour, c'était un 3 fours. Serot, c'est 3. C'est 3 voies. Il y avait 3 issues dans ce carrefour. Et ma perception, limitée à cette balançoire et à cette ruelle, à côté duquel il y avait l'entreprise de mon père et de l'autre côté la maternelle, eh bien, elle s'est élargie quand je suis arrivé en France, quand nous avons voyagé en France. Nous étions dans un autre pays. Mais une fois arrivé en France, je croyais toujours être en Iran. Tout comme Nirvan, le garçon dont je suis le père. Au tout début, il nous disait, quand on changeait de ville depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis par exemple, il disait on est parti en France. On a quitté Saint-Benoît, on est parti en France, papa. Et de même, moi, pendant quelques années, peut-être quelques mois, je l'ignore, j'ai oublié. En tant qu'enfant, je croyais toujours être en Iran. Bien sûr, je voyais des choses qui avaient changé, la langue qui avait changé, que je devais apprendre, les us et coutumes qui avaient changé, le quotidien avait changé. Parce qu'en fait, la perception s'était élargie. En grandissant, la perception s'élargit aux connaissances, à faire des études, à rencontrer d'autres personnes que les parents, rencontrer des amis, et puis à rentrer dans le milieu du travail, à se sociabiliser et à avoir une certaine une famille soi-même. Donc je suis passé d'être enfant à adolescent, à adulte, puis à avoir une famille moi-même. Être dans une famille où je suis né à la perception de créer une famille où d'autres personnes, enfants, vont naître. Encore une fois, c'est un élargissement de la perception. Quand l'esprit n'est pas large, la perception
elle est étroite, eh bien, il semble qu'on ne peut pas créer. C'est là qu'on peut se dire que j'ai failli ne pas créer. Mais quand la perception s'élargit, et plus elle s'élargit, plus il semble évident que tout est création. Dans la perception étroite, étriquée, avec les lorgnières, il semble souvent, j'ai constaté, que la création ne dépend que de moi, ou dépend principalement de moi. C'est moi qui dirige, c'est moi qui guide. Mais plus la perception s'élargit, plus il semble que ce qui est créé se crée non pas secrètement, se crée dans un espace plus vaste, plus large, non dépendant de ma volonté. Dans une perception plus élargie, la volonté personnelle disparaît. Ainsi, vous remarquerez, à l'idée de l'enfant, eh bien, tout est cause de ses parents. Ses parents sont cause de tout. C'est à cause de toi, maman, c'est à cause de toi, papa. C'est à cause de ceci, à cause de cela. Ou moi, j'ai pas réussi, moi, je n'y arrive pas, moi, machin. Mais en grandissant, en devenant adulte et jusqu'à l'âge de vieillesse, l'individu se rend compte qu'en fait, il n'avait pas le choix. Les choses se sont faites selon des événements, selon un flux de vie, un flux vital. Plus l'individu grandit et vieillit, plus il se rend compte que les choses ne dépendent pas de lui. Et s'il y avait des échanges impersonnels, mais surtout des échanges intergénérationnels entre les générations, eh bien on se rendrait compte que on évolue plus vite. Un jeune qui parle à un ancien, qui lui dirait « Mon cher ami, mon cher enfant, ton libre arbitre, ce que tu choisis ne dépend pas de toi, le plus souvent. » Ça allège la vie. Pardon. C'est vraiment bon le cornet. En fait, c'est vraiment pas la même crème que la génoise. La génoise, c'est une crème chantilly. Alors que là, c'est une crème mousseline. Elle n'est pas sucrée. C'est pour ça qu'on doit le sucrer avec d'autres choses. Par-dessus, il y avait du coco et du sucre, pas glace, mais des morceaux de gros sucre. Tu sais, le genre qu'on utilise pour faire les gommages. Et en fait, c'est délicieux. Moi, j'enlève le sucre qu'il y a dessus, les grains de sucre. J'aime pas l'excès de sucre, mais c'est un truc qui me rappelle plein de souvenirs, ce dessert-là, vraiment. En plus, on peut prendre le cas comme ça. Quand je voyais mon fils le manger, il le mangeait morceau par morceau. C'était impressionnant. J'adorais regarder mon fils manger ça. Ouais, j'aimais tellement voir Nirvan manger ça que je lui demandais à chaque fois en passant devant la boulangerie, est-ce que tu veux pas un cornet juste pour le voir manger en fait. La gourmandise. Et on ne mange pas la vie de la même manière quand on est enfant que quand on est adulte, que quand on est vieux. Dans la perception de l'enfance, ce dessert, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule, quand il le mange, c'est la seule chose, comme si c'était la seule chose qu'il avait dans toute son existence. Et c'est un événement en fait. C'est un truc colossal. C'est un 14 juillet en fait dans le cerveau. C'est un nouvel an. À chaque fois. Mon cerveau d'un adulte, c'est un dessert comme les autres. Habituellement, je mange ça après le repas, entre midi et 2 avant de retourner au travail. Les perceptions sont différentes. C'est là que j'ai découvert que dans la perception limitée, l'infini est logé. L'infini est logé dans la perception la plus limitée et restreinte. La perception de l'enfant qui ne connaît pas les autres villes, les autres pays, les autres us et coutumes et cultures, les autres religions, les autres ceci ou cela. L'infini est logé. L'infini. On sait que cet instant fini va se finir et donc l'intensité d'attention va augmenter à tel point que ce plaisir, cet instant va devenir comme infini. Alors que dans la perception multi-informationnelle avec tout un tas de multitude d'informations de l'adulte, c'est un dessert parmi d'autres qui est mangé au cours de la journée, d'une journée parmi d'autres, etc.
pour l'enfant, c'est un événement, c'est un 14 juillet, c'est un nouvel an, c'est un Noël, c'est un truc extraordinaire, c'est un événement, c'est un ravissement, c'est quelque chose qui est sublime, qui soudain apparaît sous ses yeux. Et là-dedans, il y a de l'infini. De même, imagine que si ta vie avait été infinie, l'amour ou la présence d'autrui aurait moins de valeur. Mais comme tu sais que le temps est limité, de profiter de la présence de l'autre, eh bien, l'intensité de la relation va devenir extraordinaire, tellement forte, tellement intense que ça va toucher à un infini. Je sais que dans la vie de beaucoup, ça n'arrive pas ou peu, qu'on voit ça que dans les films et dans les histoires d'amour où il y a une séparation non désirée ou pas contrôlée. Les amants souhaitent et désirent se voir malgré tout, et comme ils savent que ces quelques instants qu'ils ont à passer ensemble est tragiquement court, eh bien l'intensité de l'instant rend l'instant infini. Il ne le rend pas, mais il révèle l'infinitude qui est dans l'instant. Il révèle ce qu'il y a d'infini dans l'instant. De même que le dessert pour l'enfant révèle le plaisir infini en lui dans l'instant. Le résultat de la révélation de l'infini dans ce qui est fini, de l'explosion des limites dans l'infini, cause la complétude, la satisfaction, la guérison ultime, la satisfaction, le contentement, la paix, le non-désir de bonheur. Le bonheur n'a plus de sens parce qu'il n'y a rien d'autre qui est désiré de mieux ou de moins à cet instant. Et on pourrait dire que c'est une forme d'éveil, mais personne ne le juge comme tel parce qu'on a l'habitude de parler d'éveil quand on parle des sages, des saints, des gourous et des maîtres qu'on met souvent sur un piédestal alors que c'est accessible et vécu par tous dans l'enfance. Mon gâteau, comme je l'ai mangé, il est devenu léger et le vent l'emporte maintenant. Voilà. En même temps, c'est ça qui fait que la vie en vaut la peine d'être vécue. Et je dis ça à tous les dépressifs et suicidaires, comme je le fus autrefois. La vie mérite d'être vécue pour voir ce qui se passe depuis ce corps et voir que au-delà de ce corps se révèle un infini qui est toujours présent. Bien sûr, cet infini a été vécu, décrit, transmis par de nombreuses personnes à travers les âges. Et nous nous les sommes appropriés en tant qu'humanité pour en faire des églises, des mosquées et en faire des moyens de gouvernance des populations. Alors qu'en réalité, au lieu d'être un moyen de gouvernance, c'est un moyen de délivrance. Bien qu'ils riment pareil, gouvernance, délivrance, finissent pareil, eh bien, leur origine, leur cause n'est pas la même. La cause de la gouvernance, c'est un esprit humain qui veut diriger d'autres humains, ou plusieurs esprits humains qui veulent diriger d'autres humains. La délivrance, c'est un non-esprit, un vide, une vacuité, une obscurité, une légèreté, une transparence, quelque chose d'indescriptible qui descend sur ce qui croit être fini dans une identité factice. Je crois être un individu et il y a soudain une descente de cette attention, un changement de perception qui s'élargit dans une vastitude infinie et il y a révélation de cette délivrance. La cause ne se trouve pas dans le monde. La cause de la délivrance ne se trouve pas ici-bas. Il ne peut pas être senti, touché, oui. Il ne peut pas être vu, il ne peut pas être goûté comme on goûterait un dessert. La cause de la délivrance, elle est transcendantale. Enfin, c'est un gros mot, transcendantale. Elle est là, mais pas du monde, au-delà. Pourtant, bien qu'on ne puisse y mettre le doigt, ni la langue, cette cause de la délivrance crée toute chose.
Elle crée d'instant en instant, à travers moi, à travers toi, à travers le ciel, la mer, le soleil, les étoiles, les oiseaux, l'herbe, le minéral, le végétal, l'animal, tout ce que tu vois, peut sentir, ça et même au-delà. Tout cela est une création et donc un rappel de son créateur. Et du coup, quand un individu dit « moi j'ai créé ça, ça c'est ma création », c'est une erreur de perception étroite, due à l'étroitesse. Mais en élargissant la perception, il est totalement visible que ce n'est pas ma création, mais une création qui se manifeste à travers ce que je crois être moi. À l'instant où l'artiste crée, ce que nous sommes selon moi, tous des artistes, à chaque instant où l'artiste crée, moi disparaît, ne reste que la créativité. Et c'est cela la vie de l'enfance. Créer, créer, créer sans cesse, incessamment, créer plus que jamais, créer encore et encore, créer toujours. Créer non pour être célèbre, non pour gagner de l'argent, mais créer par amour. Et qu'en est-il de ceux qui créent des guerres? Eh bien, c'est créé par un acte d'amour voilé. L'amour est voilé parce que la personne qui crée la guerre, eh bien, elle croit à une délivrance, se délivrer d'un ennemi, se délivrer de Palestiniens pour créer Israël par exemple, se délivrer de ceci, de cela, ou de cafards dans sa maison, admettons, parce qu'en fait, il croit qu'il prend pour cause de son bonheur la disparition d'un être et l'instauration de sa pensée, l'instauration de ce qu'il croit être bon. La perception est de fait limitée, l'amour est voilé, et dedans il y a une peur. Une peur de l'autre qui n'est autre que le miroir de soi-même, puisque tout ce monde entier est une projection de notre propre regard. Prendre conscience que l'on projette tout ça, c'est élargir la conscience, c'est élargir la perception, et cela dévoile l'amour le plus vaste, le plus grand, et donc annule de fait les guerres qui ont plus de mal à s'instaurer. De la sorte, un seul individu dont la perception s'élargit peut annuler de nombreux conflits sans même bouger le petit doigt, juste en étant soi. Parce que les guerres, les famines, les misères, la difficulté et la condition souffrante de l'humanité transmise de génération en génération ne s'arrêtent pas. Elles se transmettent, elles se font la passe d'un siècle à l'autre. La perception qui voit ce mouvement global de la conscience humaine, de comment fonctionne l'humanité, cette présence-là, elle n'est pas dotée de cette transmission de génération en génération. Et donc elle ne génère pas. Et comme elle ne génère pas, elle ne dégénère pas non plus. Parce que ce qui génère dégénère aussi. L'inconscience donc de l'humanité n'est pas forcément l'inconscience du mal qu'il fait, ou l'inconscience de l'injustice qu'il cause, des misères ou des guerres qu'il crée ou procrée. C'est l'inconscient de ce qu'il est en vérité, l'infini en soi, qui croit être infini en moi. Si l'attention se tourne vers cette présence, nos créations se retrouvent dévoilées, dans un amour dévoilé, révélé. Nos arts révèlent l'amour en soi. Et tout spectacle traduit le spectacle de la vie. Et devient, quoi qu'il en soit, un rappel de plus en plus intense, de plus en plus constant. J'ignore si c'est salvateur. En tout cas, pour ma part, c'est nécessaire. C'est-à-dire que la chose que tu vois vivre à l'écran ne peut vivre sans cela. Il me semble que rien d'autre ne peut vivre sans cela. Mais peut-être est-ce une perception limitée à visiter. Regarde, il y a des petits pigeons là qui se sont posés et je me questionne aussi sur c'est quoi la perception d'être un pigeon? La perception depuis le pigeon qui ne connaît pas l'appartement, la maison, la cuisine pour cuisiner, cuire les aliments, mais qui connaît le ciel, qui connaît l'arbre, qui connaît
un nid pour un jour ou un soir, qui ne connaît pas c'est quoi payer un loyer, c'est quoi cette perception. Voilà. Est-ce qu'elle vaut plus que celle d'un humain, ou est-ce juste une autre façon d'exister? Et à la source de cette existence, à l'origine et à la cause de ce qui fait exister ça, qu'y a-t-il? Qui suis-je? Voilà, Sam Benoît. Là où j'ai failli ne pas créer, tout s'est créé, malgré moi.